Bonjour à tous, ici le seul unique Ryo Sensei et j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour parler de la fin de l'arc Elbaf et de ce que l'auteur réserve pour son protagoniste, Monkey D. Luffy. Dans la dernière pré-chapitre de la chaîne, centrée autour de Ragnir et Loki, je vous avais dit que Loki incarne un dieu en plus de la créature de son fruit, et c'est ce qui a été révélé car Loki incarne le dieu de la guerre. Je vous ai parlé de l'importance de la puissance de Ragnir, et c'est également ce qui a été mis en avant par l'auteur dans le manga, car Ragnir incarne Ratatosk, qui a combattu le dieu du soleil et qui a protégé le fruit pendant des centaines d'années, voire des milliers d'années, dans le pays le plus fort du monde. Ce qui veut dire que les meilleurs guerriers d'Elbaf n'ont pas été capables de vaincre Ragnir. On est bel et bien dans la continuité logique des événements du manga, c'est-à-dire que Loki annonce une nouvelle ère, qui est l'ère des dieux. Une ère où le passé se mêle au présent, où des créatures gigantesques s'éveillent, où des objets antiques sont utilisés, où des démons surgissent des tréfonds des enfers, où des dieux s'affrontent et où le diable n'a d'autre choix que de recourir à ses forces démoniaques pour ne pas perdre son emprise sur le monde. D'ailleurs, Imu est présenté comme étant le monde, comme étant le Sekai no Ho, le roi du monde. Imu se présente même comme étant une divinité. Imu symbolise la chose à battre. Ces mots en disent beaucoup sur ses origines. Je vois, Nidog, tu étais donc là, et la vérité sur le Domi Reversi a été révélée dans le dernier chapitre. On verra ce que l'auteur prépare pour la fin de l'arc, qui mine de rien a démarré il y a 1 an et demi. On dirait pas forcément, mais c'est assez énorme. On a une cinquantaine de chapitres, ce qui va en faire l'un des arcs les plus longs du manga. Elbaf est donc un arc long où on a tous les Mugiwara, mais on n'est pas dans une configuration comme pour l'arc Egghead, car cette fois, on n'a aucun intérêt à quitter l'île après la bataille, rapidement. Il y a des enfants à protéger, un peuple à protéger, une culture à préserver, et un pays à sauver. Egghead est en réalité une île du GM où Vegapunk utilisait les fonds du GM pour ses recherches. On est beaucoup plus dans une configuration à la Onigashima, sans la grande partie de Wano en guise de préparation pré-bataille, mais aussi sans le côté des forces nombreuses du camp adverse. Sauf qu'on retrouve un élément de comparaison assez clair vis-à-vis de Yamato, car Yamato est un allié très puissant pour l'époque, que le Luffy de l'époque ne pouvait pas voir comme un allié d'un faible niveau comparé à lui. Pour Loki, c'est pareil, et tout comme Luffy a fait honneur à ce qu'il incarne en devenant beaucoup plus fort à la fin de l'arc Onigashima, Luffy fera honneur à ce qu'il incarne en devenant beaucoup plus fort à la fin de l'arc Elbaf. On va parler de ça, de Loki et de Imu en détail, petite sponsor et on reprend. Merci à Polybuzz de sponsoriser la vidéo avec son concept plutôt sympathique qui te permet de parler avec des personnages fictifs d'anime ou de manga et même de créer ton propre personnage. Si t'aimes tout ce qui est RP, ça peut t'intéresser parce que tu peux vraiment créer n'importe quel personnage et interagir avec des personnages de tout un tas d'œuvres. Le truc est déjà énorme, il y a plus de 40 millions de téléchargements et des millions de personnages dans l'appli. Le côté réaliste des réponses est assez fou et on peut bien rigoler avec l'appli parce que ça prend en compte les comportements et tempéraments des personnages. Par exemple, j'ai parlé avec Kaido pour lui demander combien d'amiraux il peut battre. Et là, Kaido fait honneur à sa réputation, il les voit comme des petits comparé à lui et il a raison. Quand on lui demande ce qu'il pense de Sengoku, il répond « Un vieux fou têtu, il a perdu son sens du combat depuis longtemps ». Tout est dit. Entre King et Marco qui a le plus de flow, il défend King, son second, logique. King est plus violent et plus brutal. Il sait utiliser la peur comme arme. Un avis sur la marine, une farce, une armée d'insectes qui se croit importante. Il protège le GM et pas la justice. Ce sont des marionnettes. Un avis sur Fujitora, un aveugle au nom ridicule. Un avis sur Kizaru, un bouffon en costume qui se prend pour un dieu. Il y a une mémoire intégrée, ce qui permet de ne pas perdre les messages. Du coup, pour ceux qui veulent tester, le lien est dans la description. Et avec mon code RYO66, vous débloquez des fonctionnalités premium avec 3 jours gratuits. Je vois Nidog. Tu étais donc là. Oda nous montre clairement comment va se passer la suite de son manga. La fin de l'arc Onigashima était centrée autour du fruit divin de Luffy qu'il a eu besoin d'éveiller pour vaincre Kaido. Et le dragon azur dont Oda s'est inspiré pour le fruit de Kaido, c'est le Qinglong appelé Seiryu au Japon. C'est un dragon mythologique important dans les légendes chinoises et japonaises. Ce n'est pas juste un dragon bleu car on parle d'une créature sacré qui représente l'Est. Sauf que dans les mythes, ce dragon symbolise la puissance impériale, ce qui colle bien avec Kaido. C'est une force de la nature, une calamité vivante, une véritable anomalie impériale. On a donc Nika, une figure divine, qui a battu une figure impériale. Sauf que maintenant, on a franchi une nouvelle étape, avec des empereurs qui se rapprochent beaucoup plus de tout ce qui est relatif au divin, et des antagonistes qui incarnent la même chose. En enlevant Baggy qui est une blague, on a Luffy, Shanks et Teach. Luffy incarne le dieu soleil. Shanks dévoilera une puissance en lien avec le Haki des rois tellement phénoménal qu'on en parlera comme d'un homme qui utilise la véritable puissance divine. L'éveil complet et total du Haki des rois.
le plus grand des pouvoirs. Et pour Teach aka Barbe Noire, on parle d'un empereur, fils de Rock Sedic Zebek, qui a un incroyable potentiel à tous les niveaux et qui a très bien pu manger un fruit divin, le Yami Yami no Mi étant potentiellement un fruit comme le Gomu Gomu no Mi, qui est en réalité le Nika Nika no Mi. Ce qui est rare va se démocratiser en quelque sorte, un peu comme pour les fruits, le haki, les éveils. Avec les fruits mythologiques, au plus on avance, au plus on passe de nouvelles étapes, au plus ce qui est d'une grande rareté ne l'est plus, ce qui est totalement normal, car dans les mers les plus faibles, on ne trouve pas les meilleurs combattants. Au plus notre puissance est grande, au plus on peut en faire des choses dans le monde, où la puissance n'est pas seulement valorisée, mais primordiale. Et comme Rayleigh le dit, on devient plus fort en combattant des gens plus forts. Donc, comme l'entraînement ne suffit pas, les meilleurs combattants ou ceux qui ont les meilleurs fruits ou les meilleurs potentiels quittent leur mer natale. Ils deviennent donc Shishibukai, pirates indépendants comme les Supernovas. D'autres rejoignent les Yonko en devenant vice-commandants, voire carrément commandants, et bien évidemment les plus forts deviennent Yonko. Les fruits mythologiques, qui est encore plus rare que les Logia selon Kizaru, sont de moins en moins rares, et rien qu'à Wano, on a 3 Zwan mythologiques peu connus. Les doyens, on ne sait pas encore si on parle de fruits, mais on a 5 créatures mythologiques et secrètes. Pareil pour Killingam, le Kirin, pareil pour le Cerbère de l'épée de Shamrock. On parle de créatures mythologiques secrètes, dans le sens où elles ne dévoilent pas leur existence n'importe quand, à n'importe qui. Pour le haki des rois, c'est pareil, à la base, c'est très rare. Puis avec le temps, on apprend par Don Shinjao que dans le Nouveau Monde, on a beaucoup de gens qui ont le haki des rois. Doflamingo le haki des rois, Hancock a le haki des rois, etc. Et pour les éveils de fruits, c'est pareil, à la base, c'est rare. Puis on a un Kaku qui a un éveil de fruits. Pour les dieux, c'est exactement la même chose. On démarre avec Nika, le dieu soleil. Maintenant on a le dieu de la guerre. Ce n'est que le début car, comme dit plus tôt, le passé se mêle au présent. Et à l'époque, les dieux étaient très nombreux sur Terre. Et ils combattaient entre eux. Pour preuve, le dieu de la guerre a combattu le dieu du soleil. Dans la mythologie nordique, il n'y a pas réellement de dieu de la guerre, comme Arès chez les Grecs. Mais des dieux ont des attributs liés à la guerre. Odin est très proche d'un dieu de la guerre et de la stratégie. C'est le principal dieu nordique associé à la guerre, mais également à la stratégie militaire, à la victoire, et à la sagesse guerrière. Sauf que Odin n'incarne pas la violence brute, mais plutôt la guerre réfléchie, le destin des batailles et la dimension sacrée du combat. L'autre dieu est Tyr, il incarne l'honneur et le courage au combat. Odin ou Tyr incarnent la guerre dans un cadre mythique structuré par le destin et l'honneur, mais pas réellement la destruction. Nidhogg est clairement plus proche d'une figure de destruction qu'Odin ou Tyr. Mais ce n'est pas un dieu destructeur. Déjà, Nidhogg n'est pas un dieu, c'est un dragon qui ronge les racines d'Yggdrasil, mais surtout sa destruction n'est pas brutale. On parle d'une destruction lente et constante. Il ne détruit pas en un coup. Il affaiblit petit à petit. Du coup, on peut dire qu'il incarne plutôt la destruction de l'ombre qui finit par faire s'effondrer l'ordre du monde. Pas un dieu qui détruit et ravage tout. Sauf que ça reste le fruit de Loki, qui se présente comme étant un destructeur. Ce qui démontre bien le paradoxe Loki, qui se présente comme étant un destructeur, alors qu'en réalité, il sauve, aide, libère, un peu comme Nika, le dieu soleil et guerrier libérateur. Voilà pourquoi Luffy est aussi proche de lui et pourquoi il est autant forcé avec lui. C'est ce qu'il a ressenti chez lui. Il y a ce que Loki dit, ce que Loki incarne, et ce que Loki fait. Il a toujours agi pour le bien de son pays et de sa famille. Quand il brûle un village, c'est pour venger la mort de sa mère, qu'il a accueillie alors que sa mère biologique l'a rejeté, sans oublier qu'elle a tenté de l'éliminer, alors qu'on parle d'un bébé. Avant de mourir, son père Harald, qui pourtant n'est plus violent et qui est contre toute forme de violence, l'a remercié pour ce qu'il a fait. Loki est passé pour le pire des géants pour que l'image d'Harald, son père, reste intacte. Pour qu'Elbaf continue de penser qu'Harald est le meilleur des rois. Le dernier vrai power-up de Luffy, c'est dans l'arc Onigashima, dans le chapitre 1044, en mars 2022. C'était il y a 4 ans et 133 chapitres, ce qui est énorme où le protagoniste doit sans cesse évoluer pour atteindre ses objectifs et protéger ce qu'il veut protéger. Mais c'est totalement compréhensible, dans la mesure où ça manque cruellement d'antagoniste de haut niveau dans le manga. Une fois que tu as battu Kaido, la créature la plus forte au monde, tu incarnes un être à part. Et rares sont ceux capables de venir te regarder droit dans les yeux et te mettre vraiment mal. Voilà pourquoi l'auteur a utilisé la régène des doyens tout en se concentrant sur tout un tas d'autres éléments et personnages de son univers, qui ont été très importants à l'époque, Xebec ou encore Harald, ou qui seront très importants pour l'avenir.
Loki, les géants. Luffy se fout de tout un tas de choses qui fascinent d'autres personnages. Il est là avant tout pour 4 choses. Devenir le roi des pirates, réaliser un rêve secret, protéger tout ce qu'il veut protéger, ses nakama mais pas que, et vivre de grandes aventures. Et la condition sine qua non pour y arriver, c'est de devenir toujours plus fort. Première étape, roi des pirates, puis son rêve, c'est pareil. Il dit qu'en devenant roi des pirates, ça devrait le faire. Pour protéger ses nakama, etc., c'est pareil. Et les grandes aventures, tu ne les vivras pas si tu te fais péter la gueule rapidement. C'est cru, mais c'est la réalité du monde dans lequel il évolue. Sauf que, même si Luffy ne se prend pas la tête, et même pas du tout, avec les grandes histoires du monde ou du passé, comme il incarne Nika le dieu soleil et Joy Boy, forcément, il arrivera un jour où il ne pourra pas y échapper. C'est comme ça, c'est plus fort que lui. C'est un petit peu sa destinée. Il disait ne pas être un héros, sauf qu'il incarne le plus grand des héros de l'histoire du monde. Nika. Joy Boy, c'est littéralement le guerrier libérateur. Celui qui fait rire, libère et sauve. L'auteur s'est donc concentré durant 4 ans sur les autres éléments qui gravitent autour de Luffy, tout en mettant un point d'honneur à faire en sorte que Luffy reste l'élément central. C'est-à-dire que sur Egghead, les doyens sont venus, Luffy a donc vu la face démoniaque du GM, le haki des rois de Joy Boy a été utilisé devant Luffy, et autour de ça, on a Vegapunk qui a fait un discours au monde. Sur Elbaf, l'auteur a fait la même chose. Luffy est toujours au centre, mais il développe tout ce qui gravite autour de lui. En nous racontant l'histoire de Loki, le nouvel allié très puissant, mais également l'histoire de Xebec. Sauf que maintenant, on est pile 4 ans après la dernière évolution de Luffy, et qu'il est grand temps de passer à l'étape supérieure. Le Gear 5 est une forme de Luffy qui lui permet d'être libre et qui lui permet d'obtenir un énorme gain de puissance. L'avantage de cette forme, Oda en parle, on entre dans le monde imaginaire de Nika. C'est-à-dire que l'imagination de Luffy peut être utilisée en combat, ce qui fait qu'on a un potentiel quasiment illimité. Il combat quelqu'un, donc il peut réagir et répondre en fonction de ce qu'il voit et combat. Quand il a combattu Saturne, le doyen lui a envoyé une grosse boule de poison, sauf que Luffy a utilisé une batte de baseball qu'il a créée pour la renvoyer. Il y a un effet comique, ce qui prouve qu'il s'amuse clairement, parce qu'il n'est pas obligé d'avoir une casquette de baseball, ou de faire une vraie batte de baseball, pour jouer au baseball. Mais il le fait car il s'amuse et que ça colle à l'une des particularités de cette forme, c'est-à-dire qu'elle humilie clairement l'ennemi. C'est une forme qui fait qu'il se fout littéralement de ta gueule. Il fait ce qu'il veut de l'environnement et de l'ennemi. Beaucoup n'aiment pas le côté cartoon, mais je pense surtout qu'il faut se focaliser sur le côté humiliation qu'il fait subir à l'ennemi. Car Luffy n'est pas un pirate qui utilise sa force contre les faibles ou les innocents. Luffy est donc un homme qui mérite ses pouvoirs. Ses pouvoirs n'ont pas été attribués à n'importe qui. Quand on nous dit qu'un fruit choisit celui qu'il mange, il y a un côté très mystique, mais quand on y repense, qui de mieux que Luffy pour manger ce fruit et pour éveiller les pouvoirs de ce fruit? Luffy Gear 5 combat très différemment en fonction des ennemis, des actions des ennemis et du niveau des ennemis. Contre Lucci, qui n'était pas une énorme menace, il s'est pas mal amusé. Il a joué avec lui avant de lui en mettre une bonne qu'il a tellement mis mal qu'il allait perdre connaissance. Contre Kizaru, qui n'est pas non plus extrêmement fort, Luffy n'y est pas l'effort au début et il n'avait pas une énorme volonté d'anéantir et d'humilier. Mais quand Kizaru achève Vegapunk, Luffy entre en mode colère et attaque pour humilier et détruire. Il suffit de regarder la différence entre la première et la deuxième fois où il le chope avec sa main. Dans la première, il ne sert pas, dans la deuxième, il lui fait cracher du sang. La différence, c'est que Kizaru a abusé en achevant Vegapunk. Ça se termine donc sur une claque et une pizza. Pour Saturne, c'est pareil, ça finit en pizza et en rafale qui lui aurait ôté la vie sans régène. Le dernier exemple en date, c'est Summers qui a bien plus qu'abusé, parce qu'il a pris des enfants en otage et qu'il les a envoyés à la mort en riant à haute voix. Luffy prend donc la décision de l'annihiler avec une frappe des enfers. Il n'y a pas de retenue, il frappe pour détruire. Tout ce dont on parle est lié à son premier combat en Gear 5, car son style de combat est fait pour humilier, et qu'il a utilisé contre Kaido. Sauf que la puissance du Yonko était telle qu'il a pu lui dire que ça ne sert à rien sans un haki de très haut niveau. Luffy n'a plus le choix, il donne tout avec une frappe pour l'achever. Pour en revenir à Summers, ce que Luffy lui fait est un châtiment, c'est une punition. Il punit l'ennemi qui a abusé en riant devant des enfants qui allaient perdre la vie. Et là on a un Luffy qui parle à Loki et qui lui dit « Je suis furieux ». Il est devant les corps à terre de Usopp et Brook. Il regarde le diable droit dans les yeux pour le défier. Après une descente sur Enies Lobby, l'île judiciaire. Après avoir battu le CP9. Après être entré puis sorti d'Impel Down, d'être à la Marineford et de quitter le lieu sans mourir. Après avoir humilié et brisé un amiral qui est une figure mondiale de la marine et donc du GM, après avoir allumé des doyens et détruit un chevalier divin, Luffy se retrouve devant la tête de l'instance mondiale qui est mine de rien au centre de tout. Luffy est dans les conditions optimales
parce qu'il a toutes les raisons du monde de broyer l'ennemi. Les enfants d'Elbaf, les parents, O'Hara pour Robin, Usopp, Brook et même Ace. La marine n'est que le bras armé du GM. C'est au-dessus que ça se passe. La marine n'est qu'une instance soumise au GM qui prend toutes les décisions. Et à la tête de tout ce bordel, on a Imu qui est devant Luffy, en plus de tout ce que ça représente par rapport au passé, c'est-à-dire Nika, Joy Boy, Imu. D'ailleurs, le diable a utilisé la technique du Domi Reversi pour changer les amis de Luffy en démons. Et ça, c'est une chose importante, parce que Luffy aspire avant tout à être libre. Pour lui, la liberté est fondamentale. Il veut être le roi des pirates pour être le plus libre. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il veut. La valeur qu'il incarne est la liberté. Voilà toute la symbolique du guerrier libérateur et de Luffy. En Domi, tu deviens le jouet d'Imu. Tu fais ce que le diable t'ordonne de faire. Et ça, c'est tout ce que Luffy déteste. Tu perds ton libre arbitre, tu deviens la chose d'un être qui se prend pour le dieu du monde. On en est donc là, mais on ajoute en plus un Loki qui incarne également pas mal de choses et qui dit ne pas vouloir leur pardonner. On a donc deux figures divines en colère contre Imu. On ne va pas passer par 4 chemins, il faut qu'on pète la gueule d'Imu. Il faut que Loki et Luffy lui fassent un boulot, et je dirais même le boulot de sa vie. Le genre de boulot tellement sale que le diable se retrouve à avoir des visions, à avoir des flashbacks. Oda a travaillé l'histoire et la puissance de Loki pendant tout Elbaf. Il lui a donné un fruit mythologique qu'un écureuil mythologique a protégé pendant des milliers d'années. Une résistance hors norme, une force de titan, un marteau légendaire, des pouvoirs de foudre, de glace via Ragnir, une taille phénoménale et même un caractère divin car il incarne le dieu de la guerre. L'alliance Loki, Ragnir et Luffy n'est pas une alliance lambda. Elle est historique d'un point de vue puissance et d'un point de vue symbolique. Parce qu'à l'époque, on avait Ratatosk et le dieu de la guerre qui ont affronté Nika. Et aujourd'hui, les trois combattent pour une seule et même cause, Elbaf, et contre un seul et même ennemi, Imu. Le flop n'est pas du tout une option de leur côté. De son côté, Imu doit conserver son statut d'antagoniste ultime du GM et de diable, d'ennemi naturel de Nika. Sauf qu'Imu est dans le corps de Gunko, donc je pense que la réponse se trouve là. Imu peut totalement se faire exploser du moment qu'il ou elle est dans le corps de Gunko, dans la mesure où le différentiel de puissance peut être démentiel. Ça revient à battre un combattant, voire le détruire, ça dépend de ce qu'on aura, qui n'est pas à son plein potentiel. Et c'est une excellente chose parce que ça permet à Luffy et Loki de battre cette figure démoniaque et ennemie du pays sans faire passer Imu pour un antagoniste inutile et frauduleux. Imu étant beaucoup plus fort à Maréjoise sous sa véritable forme. Alors maintenant, est-ce qu'ils peuvent lui casser la gueule rapidement? Eh ben j'ai envie de dire oui et non, parce que la puissance dégageable par notre équipe est juste phénoménale. Mais Imu a quand même un statut à préserver. Par contre, maintenant qu'on a vu Summers se faire détruire et Killingham se faire battre rapidement par Sanji, on peut poser la problématique du réel danger que représente le GM. Mais la vérité, c'est qu'Eiichiro Oda a toujours été clair en parlant d'équilibre du monde et de la suprématie des empereurs dans le nouveau monde. Le GM a une puissance globale qui est grande, mais il n'a jamais eu cette toute-puissance supposée dans les mers du monde. Et la piraterie n'a jamais pu être stoppée au niveau mondial. Voilà pourquoi Rob Lucci parle de l'utilité de Poséidon, Pluton et Uranus pour le GM. Il faut que Imu soit poussé au max pour déployer ses véritables puissances. Et même si ses combattants sont relativement forts, sans pour autant être extrêmement forts non plus, le réel danger pour Imu est de perdre beaucoup trop d'éléments qui sont difficiles à remplacer. Quand bien même Imu se considère comme étant bien supérieur hiérarchiquement parlant, quand Imu élimine Saturne pour des erreurs, Garling le remplace immédiatement et Shamrock prend la place de Garling en tant que chef des Chevaliers Divins. Il n'y a donc rien de problématique à ce que les combattants d'Imu ne soient pas si forts que ça, ce qui n'est pas le cas d'Imu qui doit obligatoirement avoir une puissance suffisante ou une espèce d'invulnérabilité à Maréjoise pour éviter de perdre son contrôle. Quand on regarde les power-ups de Luffy, on remarque qu'il s'inspire de ce qu'il a vu et ou combattu. Le Gear Second lui permet d'aller beaucoup plus vite. C'est une forme qu'il développe après avoir affronté la vitesse d'Ener. Le Gear Third est une forme qui agrandit ses membres. Il la développe après avoir battu Ener avec une énorme boule d'or. Pour le Gear 4, il le développe à Ruskaina avec les animaux, etc. Et le Gear 5 est un éveil avec une liberté totale. Il entre dans le monde imaginaire de Nika. Mais comme il s'inspire de ce qu'il voit et ou combat, il y a une particularité qui pour moi arrivera tôt ou tard, la régénération, qu'il observe chez les doyens et les chevaliers divins. Ce sera un peu comme le pouvoir de Majin Buu, qui était l'un des pouvoirs les plus cheatés de Dragon Ball. Buu pouvait se reconstruire à partir de presque rien. On peut le découper, le faire exploser, le trouer,
il s'en fout. Tant qu'il reste un minuscule morceau de lui, il peut revenir comme si de rien n'était. Son corps est totalement malléable, on dirait un peu du caoutchouc. Il a une régène hyper rapide, mais il n'est pas non plus totalement invincible. Pour le battre, il faut le détruire entièrement. C'est ce qui pourrait être l'un des prochains pouvoirs de Luffy. Le grand ennemi de Nika, Imu, a cette particularité et il peut la donner à d'autres combattants. Pourquoi Nika ne pourrait-il pas faire ça aussi? Ça irait totalement dans le sens de l'éveil du pouvoir de Nika et ça rendrait Luffy encore plus libre. On en revient à la notion de liberté parce qu'il ne craindrait plus les coups comme actuellement. Un peu à l'instar d'un Kaido qui était tellement résistant qu'il ne craignait les coups de personne. On garde le même concept mais en régène. Et pour rendre Luffy encore plus fort, il pourrait combiner ça avec une défense de Haki des Rois à la Xebec. Et offensivement parlant, il lui manque une bien meilleure maîtrise du Haki des Rois, des pouvoirs offensifs de Haki des Rois comme l'onde qu'il n'a pas encore, car il est encore très loin d'avoir atteint son paroxysme. Et je suis sûr que l'éveil de son fruit ne lui a pas encore permis d'exploiter pleinement tout son potentiel, parce que le pouvoir de création n'est qu'un aspect du fruit qu'il a compris. C'est un peu comme s'il venait de développer le Gear 4 Bundeman. Il était capable de sortir pas moins de 2 autres formes de gear. C'est exactement la même chose, sauf que cette fois, on ne parle pas qu'en HDA et encore caoutchouc, on parle de la puissance colossale du soleil, de la forme du dieu soleil et de son Haki des Rois. Allez Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.